et il ne passe à l'homme que par l'intermédiaire d'un autre intermédiaire qui était la civette palmée pour le SRAS, le chameau pour le MERS et probablement le pangolin ou le serpent pour le SARS-CoV-2. Il s'agit de virus à couronne, corona en espagnol, avec une enveloppe, ARN simple brun, avec un grand génome qui est très lourd, et il a de nombreuses spicules qui expriment la protéine S qui facilite la pénétration du virus dans la cellule. Comment se fait cette pénétration? Le virus, la protéine S est clivée en deux, en S1 et S2. S1 vient se fixer sur le récepteur. Il y a d'abord une fixation sur le récepteur, qui est le récepteur de la CE2, qui existe sur la cellule de l'hôte. Il y a une invagination, et il y a une densification des protéines qui donne un aspect un petit peu en brosse. Ensuite, cette invagination est fermée grâce à un pont qui est la dynamine, et puis ensuite une pénétration. Cette pénétration, elle a lieu par l'intermédiaire d'une protéase qui va cliver S2 et qui va faire que le virus pénètre dans la cellule et déverse son patrimoine génétique pour se développer à la fois l'ARN et l'enveloppe, et puis il ressort. Les différents récepteurs des différents organes et cellules permettent d'expliquer un petit peu toute la symptomatologie clinique. Alors, j'ai rajouté ici l'endothélium capillaire qui est relativement important parce que c'est celui qui explique les différents troubles qu'on retrouve à la fois au point cutané, ce sont les engelures, et au niveau pulmonaire, c'est tout ce qui est affection pulmonaire importante. Alors, les différentes formes cliniques, je vous passe rapidement, elles peuvent être asymptomatiques par synthèse d'anticorps neutralisants, donc la personne est asymptomatique, mais elle peut diffuser et contaminer un certain nombre de personnes. Il y a des formes modérées qui sont relativement simples à reconnaître. C'est un syndrome pseudo-grippal avec des myalgies, une asthénie relativement importante. Et il y a des signes qui sont assez caractéristiques et évocateurs. C'est la perte du goût et de l'odorat. Et il y a des signes cutanés aussi qui ont été décrits relativement précocement. Les formes sévères n'apparaissent pas tôt, elles apparaissent après la première semaine, une semaine de 10-12 jours après. Et les formes critiques importantes sévères qui nécessitent une hospitalisation et une réanimation se retrouvent dans 5% avec 2 à 3% de mortalité. La mortalité est relativement peu importante, mais c'est la contagiosité qui est importante et qui fait que le nombre de contaminés est important et le nombre de formes sévères est relativement important. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pourquoi les anti-inflammatoires non stéroïdiens et COV2? Pourquoi? Parce que c'est 10% des prescriptions en général, en médecine générale. Il y a de larges indications, ça va de la fièvre aux douleurs articulaires, osseuses, musculaires, viscérales. Vous savez très bien qu'on utilise dans les coliques néphrétiques, dans les céphalées, les migraines, nerveuses, traumatologie en torse, en oncologie, en périchirurgie. Ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas les rhumatismes inflammatoires chroniques, puisque ceux-là ont des recommandations spécifiques. C'est l'utilisation des anti-inflammatoires en pratique courante au cours de cette pandémie. Que faut-il faire? Alors, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous savez très bien, c'est d'abord des antalgiques, des antipyrétiques, des anti-inflammatoires, et pour la plupart des antiagrégants plaquettaires. Et le mécanisme, petit rappel, mais très rapide pour nos collègues, il repose sur l'inhibition des cyclooxygénases, COX, avec une diminution de la synthèse des prostaglandines. Et il y a deux voies
de signalisation de l'acide arachidonique. C'est la voie des leucotriènes qui est ici et la voie des prostaglandines qui est ici. Alors, les deux voies, la cyclooxygenase 1, quand on l'inhibe, c'est celle qui est constitutive et qui est l'homéostasie de la muqueuse gastrique, surtout du mucus, la muqueuse intestinale, les reins, des plaquettes et l'endothélium vasculaire. Pour les autres, elles sont induites par les médiateurs de l'inflammation et qui expliquent la douleur et la fièvre. Alors, les anti-inflammatoires peuvent être non sélectifs, ils inhibent à la fois la COX-1 et la COX-2, ou des anti-inflammatoires sélectifs, ils n'inhiberaient que la COX-1, que la COX-2. Et donc, autre mécanisme d'action, il y a l'inhibition du chimiotactisme, une régulation négative de la production de l'interleukine L1 qui est importante, qui est pro-inflammatoire et qui stimule toutes les protéines inflammatoires, une diminution de la production de radicaux libres et superoxydes qui sont aussi très inflammatoires, et l'interférence dans les procédés intracellulaires calcium dépendants. Alors, j'ai un petit rappel sur la classification chimique. J'ai mis en gras les médicaments qui sont le plus souvent utilisés et qu'on rencontre chez nous. Il y a les dérivés arylcarboxyliques et les propioniques, vous verrez qu'on en parlera souvent dans ces recommandations. Le naproxène, kétoprophène, ibuprofène. Le phénylacétique, c'est le diclofénac que vous connaissez tous. Les oxycam avec le pyroxycam, les pyrazolés qui n'existent plus, les indoliques, c'est l'indométhacine. Et les anti-COX-2, alors dans les anti-COX-2, il y a les préférentiels et les sélectifs. Préférentiels, ça veut dire qu'en fait, ils inhibent un peu plus les COX-2 que la COX-1, et les sélectifs, ils inhiberaient pratiquement uniquement que la COX-2. Alors l'autre classification intéressante, parce que ça permet de voir un petit peu la demi-vie et l'importance du mode d'action et de l'effet de temps en temps de donner un anti-inflammatoire, action relativement courte le soir pour couvrir la nuit. Vous avez 1 à 3 heures le kétoprophène, 3 à 6 heures l'indométhacine, et puis ceux-là ont des formes à libération prolongée, et puis vous avez le naproxène et le pyroxycam qui habituellement n'ont pas de forme prolongée puisqu'ils ont une durée d'action relativement longue. Le rapport COX-1-COX-2, alors il faut savoir que l'aspirine est un anti-COX-1 sélectif et qu'il est irréversible, et vous avez les anti-inflammatoires non stéroïdiens classiques qui inhibent à la fois la COX-1 et la COX-2, et puis vous les avez COX-2 sur COX-1, les préférentiels et sélectifs dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ces différentes classifications sont intéressantes et importantes parce qu'elles permettent le choix et la prescription en fonction du produit, du mode d'administration, le produit, du mode d'administration chez un individu particulier. Alors, la problématique, pourquoi anti-inflammatoire pendant cette pandémie? Alors, on sait que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aggraver certaines infections et favoriser la survenue de complications infectieuses. Est-ce qu'on peut avoir, dans cette période de pandémie, un facteur de risque élevé d'infection par SARS-CoV-2 quand on prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Et est-ce que aussi ça peut être un facteur de risque de forme grave d'infection par SARS-CoV-2? Alors d'abord, les mécanismes qui expliqueraient l'aggravation des symptômes lors de viroses et surtout d'infections bactériennes, c'est dans la phase aiguë la diminution du recrutement des polynucléaires au site de l'infection, et dans un deuxième temps, c'est l'action sur les macrophages qui diminue la majoration de l'inflammation par l'augmentation de la production de cytokines pro-inflammatoires et l'inhibition de cette molécule-là qui pourrait expliquer l'utilisation des antidépresseurs dans le traitement de la douleur. Alors,
Les anti-inflammatoires aussi pourraient masquer les signes de gravité de l'infection et retarder la prescription d'antibiotiques. Alors, voyons voir un petit peu comment les anti-inflammatoires favorisent la survenue de complications infectieuses. Alors, différentes études ont montré qu'effectivement, ça a augmenté et ça a favorisé les infections de la peau et des tissus. Ici, c'est une étude cas témoin qui a été rapportée en 2008 sur des complications de la peau et des tissus en association avec la prise d'anti-inflammatoires à 2 mois au cours de la varicelle lidu-zona. Il y a une augmentation du risque d'infection avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec un ordre ratio de 1,6. Ce risque n'a pas été retrouvé avec le paracétamol. Une étude rapportée toujours en 2008 sur les infections cutanées et les tissus mous, surtout avec l'ibuprofène et au cours de la varicelle, et des infections nécrosantes des tissus mous à streptocoque bêta-hémolytique qui étaient relativement plus fréquentes chez les sujets qui prenaient l'ibuprofène que ceux qui n'en prenaient pas du tout. Une étude en 2016, une étude multicentrique chez les enfants de 3 à 15 ans qui présentaient des infections virales aiguës de divers types, on a retrouvé une augmentation du risque d'AMPIEM, qui est un abcès cérébral, avec un ordre ratio qui avoisine 3, qui est relativement important. Alors ça, c'est une première explication du rôle néfaste des anti-inflammatoires quand il existe une infection virale ou bactérienne. Alors, est-ce que ça peut aggraver certaines infections? Effectivement, on va le voir surtout en pneumo. Une étude rétrospective sur 90 malades, 32 d'entre eux avaient pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens en hospitalisation, et il y avait une fréquence plus importante et augmentée et significative de complications diverses, pleuropulmonaires et bactériémie, chez ces sujets qui prenaient donc un anti-inflammatoire avec non stéroïdien, et cette fréquence était encore majorée par l'absence d'antibiothérapie préalable. Une étude rétrospective rapportée en 2014 sur toujours les pneumonies en soins intensifs, 20 sur 106 patients avaient reçu des anti-inflammatoires avant l'admission. On a retrouvé une augmentation significative des épanchements et une ventilation non invasive qui était relativement dans le quart des cas. Une autre étude rapportée en 2017, toujours dans le cadre de pneumonie, là encore, il y a une association significative entre la fréquence de l'administration des anti-inflammatoires avant l'hospitalisation et les complications pleuropulmonaires avec un ordre ratio qui est relativement important. Et pourtant, c'est des sujets qui étaient plus jeunes, qui présentaient moins de comorbidité, mais qui avaient une durée de la maladie qui était relativement longue. Alors, la dernière, c'est sur la durée de l'hospitalisation et anti-inflammatoire non stéroïdien. L'utilisation antérieure, avant l'hospitalisation, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens était un facteur de risque indépendant pour une prolongation de plus de 10 jours chez les sujets qui avaient reçu un anti-inflammatoire non stéroïdien avec un P relativement significatif. Ça, c'est une méta-analyse qui reprend un petit peu toutes les complications des tissus mous pleuropulmonaires neurologiques ORL, avec 2 anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène et le kétoprophène, avec même des incidents infectieux variés et variables, urinaires et respiratoires. L'explication qui aurait été donnée, c'est que l'ibuprofène, surtout, et le kétoprophène majorerait l'importance ou la fréquence des ACE2 au niveau cellulaire, l'expression des ACE2 au niveau cellulaire chez l'hôte. Alors maintenant, on a parlé d'une manière générale. Qu'en est-il avec SARS-CoV-2? Il n'y a aucune, c'est une infection récente,
il n'y a à ce jour pas d'études scientifiques qui ont évalué l'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans l'aggravation d'une infection à COV2 ou à Covid-19. Alors, le petit mais, ou le grand mais, c'est qu'il y a une alerte qui avait été donnée en mars 2020. C'est un tweet qui avait été donné par le ministre de la Santé en France, qui avait relevé que 4 cas graves de coronavirus auraient consommé au préalable les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc cette information a été démentie par le CHU de l'universitaire de Toulouse, qui n'a fait que rappeler l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens selon les recommandations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors, l'aspect qu'il faudra probablement prendre en compte au cours de cette pandémie, les qui ont été rapportés par 2 études observationnelles à Taïwan, une sur les infections pleuro-pulmonaires en général et l'autre les infections pleuro-pulmonaires à SARS-CoV qui étaient associées à un risque majoré d'infarctus du myocarde qui est multiplié par 3 ou 4. On sait que le tissu myocardique a des récepteurs ACE2 et ça explique un petit peu les myocardites ou les péricardites qui peuvent survenir au cours de cette infection. De plus, le rein aussi possède beaucoup de récepteurs ACE2 et il risque d'y avoir une détérioration de la fonction rénale. Ce sont ces 2 éléments qu'il faudra prendre en compte. Donc, néanmoins, il n'y a actuellement pas de lien de causalité établi. Mais le principe de précaution nous oblige à essayer d'avoir des recommandations les plus adaptées au mieux. Alors, j'ai essayé de lister les mesures en mesure générale. Vous verrez qu'il y a différents cas de figure et elles sont numérotées pour pouvoir avoir une discussion plus aisée. Alors, les mesures générales, c'est des mesures générales d'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans la vie courante. Donc, il est recommandé de renforcer les mesures barrières chez les personnes sous anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est une évidence. Il faut prendre en compte les comorbidités, les contre-indications en prescription d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. Vous avez vu les effets délétères que peuvent occasionner les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il ne faut pas interrompre les anti-inflammatoires non stéroïdiens pris au long cours. Ils doivent être donc poursuivis. Il ne faut pas utiliser 2 anti-inflammatoires en même temps, de même famille, de même classe ou de classes différentes. Il faut poursuivre si le malade a utilisé l'aspirine à dose antiagrégant plaquettaire. Il faut éviter l'association avec l'aspirine parce qu'il majore les effets secondaires. Éviter l'association, autant que faire se peut, l'association avec les corticoïdes, parce que là encore, les corticoïdes agissent à 2 niveaux. La phospholipase à 2, qui elle inhibe à la fois les leucotriènes et les prostaglandines. Donc le seul moment ou le seul cas où on peut être amené à utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens avec les corticoïdes, c'est pour diminuer les doses de corticoïdes. Il est recommandé de privilégier le paracétamol à dose maximale de 3 grammes en cas de fièvre ou de douleur dans un contexte d'infection courante. Tout ce qui est rhinopharyngite, otite, tout infection pulmonaire et lésions cutanées, vous avez vu un petit peu tous les cas rapportés. Il faut prescrire et utiliser les anti-inflammatoires quand c'est possible, à la dose efficace pendant la durée la plus courte. Quand c'est vraiment indispensable, vous pouvez les donner en choisissant l'anti-inflammatoire qui a une courte durée, la vie la plus courte, mais qui ne dépasse pas 3-4 jours. Il faut arrêter quand les symptômes ont disparu. Il faut suivre l'évolution de l'infection en cas d'utilisation des anti-inflammatoires dans un tel contexte, parce que vous avez bien vu qu'ils majoraient les infections. Il faut arrêter le traitement dès la disparition des symptômes.
il faut absolument ne pas les donner quand il est au cours d'une varicelle ou d'un zona. Et il faut informer le patient des risques et bénéfices de ce traitement et il faudra le reporter sur le dossier médical. Alors, le premier cas de figure, si vous voulez, c'est le patient indemne d'infection COVID-19. C'est d'abord le patient qui n'est pas exposé. On a vu, c'est un petit peu toute la recommandation que vous avez vue au préalable. En plus, il ne faut pas interrompre d'emblée un traitement anti-inflammatoire presque au long cours pour une maladie chronique. Il faut initier, on peut donner un anti-inflammatoire si c'est une indication, une gonarthrose ou une arthrose qui est un poussé congestif, on peut la donner pour 3 ou 4 jours. Et il faut appliquer les recommandations des mesures générales que nous avons vues tout à l'heure. Le toujours patient indemne de COVID-19, mais ça c'est là, le patient exposé. Le patient exposé, c'est celui qui travaille dans une structure hospitalière avec un risque d'infection et ceux qui ont un parent de la famille ou qui ont été mis en contact avec un malade qui présentait la COVID-19. Donc celui-là, il faut l'isoler, il faut pratiquer un test de dépistage, il faut maintenir le traitement anti-inflammatoire prescrit au long cours, ça c'est une évidence. Il faut privilégier l'utilisation du paracétamol et dans la mesure du possible, si le contrôle des symptômes de la maladie rhumatismale le permet. Donc, si véritablement le malade ne souffre pas beaucoup et si on peut remplacer ou initier le traitement par le paracétamol. Il faut éviter le recours aux anti-inflammatoires non stéroïdiens en attente des résultats virologiques. Alors, j'ai mis COX-2 avec un point d'interrogation parce qu'en fait, l'interrogation, je vais vous la lever un petit peu. C'est des études animales qui ont mis en évidence que chez des souris qui étaient déficitaires en COX-1 par rapport aux souris déficitaires en COX-2, et quand on les met dans un contexte d'infection influenzae, la mortalité est plus élevée chez les souris qui étaient déficitaires en COX-1 par rapport à celles qui étaient déficitaires en COX-2. La deuxième étude animale encore, c'est deux groupes de souris. Le premier groupe, on administre un inhibiteur de la COX-1 et le deuxième, un inhibiteur de la COX-2, 2 semaines. Il y a un impact important et significativement plus élevé de mortalité, de la température et du poids chez les souris qui avaient reçu un inhibiteur de la COX-1 par rapport à ceux qui avaient reçu un inhibiteur de la COX-2 et par rapport aux souris qui n'avaient pas eu de traitement. Donc, si vous voulez, si on doit, dans la logique expérimentale ici animale, si on doit utiliser un anti-inflammatoire non stéroïdien chez ces sujets-là, il faudra peut-être privilégier les anti-COX-2. Maintenant, pour les cas suspects d'infection COVID-19, il est recommandé, là encore, d'isoler le patient, ça c'est obligatoire, pratiquer des tests de dépistage, ne pas utiliser ou prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien. Limiter les anti-inflammatoires non stéroïdiens aux spondyloarthrites axiales et préférer l'anti-COX-2. Arrêter les anti-inflammatoires dans tous les autres cas et la remplacer par du paracétamol sans dépasser la dose 3 grammes. Et si on doit initier un anti-inflammatoire non stéroïdien, il ne faut pas l'initier. Il faut attendre le résultat de l'analyse. Quand il existe une infection à COVID-19, il faut là encore isoler le patient, adresser le patient dans une structure dédiée, protéger l'entourage et contre-indiquer la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, sauf là encore l'affection nécessitant la prise continue d'anti-inflammatoires des spondylarthrites. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on arrête un anti-inflammatoire, on risque une poussée qui fragilise davantage le patient. Alors là, il y a quelques cas particuliers, c'est la femme enceinte. Vous savez que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas indiqués le premier et le dernier trimestre de la grossesse.
on s'est aperçu, et là encore, donc il n'y a pas de grosses difficultés, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués, surtout le dernier trimestre de la grossesse. Alors, anti-inflammatoire non stéroïdien et périopératoire. Il y a quelques années, certains auteurs avaient mis en évidence que lorsqu'on injectait des anti-inflammatoires non stéroïdiens en pré-anesthésie, avant l'anesthésie, les sujets utilisaient moins, on s'apercevait que les sujets utilisaient moins de morphine au réveil. C'est ce qui m'a un petit peu incité à vous parler de ça, les anti-inflammatoires en périopératoire. Alors, elle reste possible, mais le patient doit bénéficier d'une évaluation au cas par cas, c'est-à-dire qu'on doit savoir s'il n'y a pas de comorbidité associée. Elle doit rester la plus courte possible, 2 jours maximum, et si le malade a un parcours ambulatoire, c'est-à-dire que si l'intervention est faite en ambulatoire, le patient doit être sensibilisé à la nécessité, à l'obligation, pas la nécessité, mais l'obligation d'arrêter le traitement 2 jours au maximum et d'arrêter surtout dès les premiers signes d'infection. Et je vous remercie et j'attends donc vos questions. Merci à vous. Professeur Djoudi, oui. On va vous lire les questions. On va vous les lire. Donc, vous avez reçu en fait une 50aine de questions à peu près. Et on va vous lire les questions donc un à un. Rafik, à toi. Donc, on a une question de Hanifa Gharbi. Oui. Est-ce que l'utilisation des AINS à faible dose, exemple la Pranax à 275 mg 2 fois par jour, pendant 3 jours chez les malades qui représentent une arthrose est permise? Alors, ça dépend, là encore, ça dépend comment. Alors, pour cette question-là, utilisation de l'Apranax ou une naproxène ou tout autre AINS ou à dose relativement faible, 275 2 fois par jour, c'est la dose normale, si vous voulez, hein. Tout en sachant que l'Apranax ou le naproxène a une durée d'une demi-vie de 10 à 18 heures. Donc 2 fois par jour. Là, ça dépend de la catégorie dans laquelle on se situe. S'il n'a pas de risque, s'il n'a pas d'affection, je veux dire si ce n'est pas un sujet à risque, on peut utiliser, oui, un anti-inflammatoire non stéroïdien à faible dose pendant une courte durée, 2-3 jours, maximum 5 jours, tout en le suivant. Oui, pas de problème. Et ça dépend. Mais s'il a un Covid, c'est contre-indiqué. D'accord. Deuxième question de Ferida Benerbeh, pardon pour la prononciation. Ah oui, Benerbeh, oui. Oui, pour les patients suivis pour maladies auto-immunes, oui, traités par plaquenil ou corticoïdes, ceux qui sont sous plaquenil sont-ils mieux protégés et comment réajuster les doses? Alors, ça, il faut revoir les recommandations des rhumatismes inflammatoires chroniques. Il y a une mise au point qui a été faite et des recommandations nationales qui ont été faites. Les anti-inflammatoires, non, là encore, c'est pareil. Ça dépend de la situation. S'il est exposé, s'il n'est pas exposé, s'il est malade ou s'il n'est pas malade. S'il n'est pas malade, on peut utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens s'il le nécessite. C'est comme les corticoïdes. Il faut ramener au maximum les corticoïdes à une dose inférieure à 10 mg des doses non immunosuppressives. Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on peut les utiliser si ce n'est pas un sujet exposé. Et oui, on peut les utiliser. Par rapport à l'hydroxychloroquine, vous savez très bien les débats actuels qui sont posés sur la scène internationale. Vous savez que l'OMS
émis des réserves sur, ou même des réserves sur l'utilisation d'hydroxychloroquine, ou même enlevé l'utilisation d'hydroxychloroquine ou interdit l'hydroxychloroquine. La France, c'est pareil. En France, c'est pareil. Il n'y a qu'aux États-Unis où l'hydroxychloroquine est encore utilisée, le Maroc et l'Algérie. Mais ailleurs, elle est prohibée. Qu'en est-il de la prescription des anti-inflammatoires forme locale, topique? Alors, forme locale, topique, là encore c'est pareil, les formes locales, topiques, en général, pas de gros problèmes, mais il faut faire attention. Vous savez que les formes locales, topiques, il faut faire plusieurs applications parce que la durée d'action est de 3, 4 heures, 5 heures maximum. Donc, il ne faut pas trop mettre de topique encore, pour la raison très simple, c'est une diffusion générale. Et là encore, on retombe, si vous voulez, dans les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le cas de figure. Vous avez une question de Naïma Mkhtari. Comment faire pour les personnes Covid-19 et arthrosiques? Alors, Covid-19, quand un Covid-19 qui est arthrosique, mais c'est le Covid-19 qui prime d'abord. Il faut traiter, il faut qu'il soit guéri de sa Covid-19 pour pouvoir traiter son arthrose. C'est pas l'important. L'arthrose ne la tue pas, mais la Covid-19, si vous donnez l'anti-inflammatoire non stéroïdien, elle risque de faire des complications et des formes sévères. Donc, donner du paracétamol et faire en sorte qu'il ne fasse pas de complications sévères. Vous avez une question du docteur Sid Ahmed Mouzaoui. Le paracétamol est autorisé en période de Covid. Y a-t-il une limite à ça? Et quel cas pour le tramadol, la caféine, les produits bio à base de curcuma? Alors, le paracétamol, il y en a qui vont jusqu'à 4 grammes, mais il ne faut pas aller jusqu'à 4 grammes pour la raison très simple, c'est qu'il y a une atteinte hépatique relativement importante et la Covid aussi, ou le coro aussi 19, peut donner des atteintes hépatiques. D'ailleurs, les transaminases sont augmentées. Donc, il ne faut pas donner de dose relativement importante. La dose de maximum qu'il faille donner, c'est celle de 3 grammes par jour. Maintenant, le tramadol, la caféine, etc., rien ne les empêche de les utiliser si les douleurs sont relativement importantes. Quant à la dernière question, c'était quoi? Pardon? Pour les produits comme la caféine, ah oui, non, la caféine, ou le tramadol. Non, le tramadol, c'est fait, c'est la curcumine. La curcumine, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication à ça. Très honnêtement, je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a aucun écrit là-dessus. Mais il faut toujours être précautionneux. Donc la précaution, quand on n'en a pas, il ne faut pas utiliser ou utiliser avec beaucoup de parcimonie parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut arriver. Vous avez une autre question de Hanifa Gharbi. L'utilisation des AINS chez les personnes non confinées. Oui. C'est une question. C'est des mesures générales qu'on avait vues tout à l'heure. On rentre dans les mesures générales. Moi, j'en ai une ici, c'est sachant que la thrombose fait partie de l'évolution des infections Covid, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de remplacer le paracétamol par l'aspirine? Non. Non, parce que, alors, il y a des médications dont l'action est dose dépendante. L'aspirine et l'ibuprofène sont 2 médicaments qui sont dose dépendantes. À dose faible, c'est l'antiagrégant plaquettaire, l'aspirine. À dose moyenne, c'est l'antalgique. Et à dose élevée, c'est l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Une question de Iman Mansouri. Oui. Nous avons l'habitude d'associer les corticoïdes aux AINS pour les RIC, les rhumatismes donc, chroniques. Faut-il arrêter les AINS et garder les corticoïdes à faible dose? Reprenez, s'il vous plaît, je n'ai pas très bien saisi. Excusez-moi. Iman Mansouri nous dit, nous avons l'habitude d'associer les corticoïdes aux AINS pour les RIC.
Oui, anti-inflammatoire chronique, oui. Voilà. Faut-il arrêter les AINS et garder les corticoïdes à faible dose? Alors, il faut arrêter, ça dépend. Si ça dépend du cas de figure. Si c'est un patient ou une patiente qui est relativement bien équilibré, qui n'est pas ni infecté ni suspecte, on peut garder le traitement tel qu'il est pour peu que les corticoïdes soient à une dose inférieure à 10 mg. Auquel cas, il va falloir les diminuer progressivement et pas les arrêter. Mais si c'est un suspect, il vaut mieux arrêter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une autre question du docteur Sid Ahmed Mouzaoui. Pour un patient infecté et guéri du Covid-19, donc un test négatif, à partir de quel moment est-il apte de recevoir un traitement à base d'AINS si besoin? Alors, quand il n'a plus de symptômes. Quand il n'a plus de symptômes, ou 15 jours après, en général, si on a fait le test et qu'il est négatif, on peut utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ou quand on ne peut pas avoir de test, c'est une quinzaine de jours, globalement, grossièrement, 14 à 15 jours après l'infection. Parce que de toute façon, vous avez bien vu que les formes secondaires et sévères, c'est 10 à 15 jours, 7 à 15 jours après. Professeur, une autre question de Hanifa Gharbi. L'utilisation des AINS chez les patients qui représentent une gastrite. Faut-il associer un pansement gastrique au proton? Donc, c'est un pansement, un IPP. Alors, celui qui a une gastrite, je ne donnerai pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Si je devais donner un anti-inflammatoire non stéroïdien, je donnerais un anti-COX-2 sélectif. Il y a une autre question, professeur, de Iman Jaballah. Y a-t-il des recommandations concernant les patients ayant été Covid-19 positifs et guéris? À partir de quel moment peut-on prescrire les AINS? Ça rejoint un peu la question précédente. S'il est guéri, pas de symptômes, il faut attendre à peu près une quinzaine de jours ou alors s'assurer qu'il n'a pas de virus, et faire à la limite une sérologie. Vous savez très bien, alors il faut qu'on reprenne un petit peu. C'est au tout début, la première semaine, c'est la rhinopharyngite avec la possibilité de mettre en évidence le virus par PCR, par échouillonnage naséopharyngien. Un peu plus tard, on peut faire un lavage broncho-alvéolaire, mais ce n'est pas facile à faire pour mettre en évidence au niveau du poumon le virus lui-même. Et à partir du 7e, 10e jour, commencent à apparaître les anticorps, IgM d'abord, et puis une commutation par les IgG. Donc, soit directement, ici il est guéri, indirectement, par la mise en évidence des anticorps, soit IgM, soit IgG. Donc, professeur, une question de Fawzi Abbaoui. Il vous remercie d'ailleurs, professeur, pour la présentation. Il voulait savoir, il a un malade qui présente une SPA, spondyloarthrite. Il n'a pas été confiné. Il est sous célicoxib une fois par jour. Oh, c'est rien du tout. À 200 mg. Alors, il faut qu'il sache que le célicoxib, il y a une étude qui a été faite dans les années 80 par l'équipe de Cochin qui a mis en évidence que le célicoxib à 400 mg ne donnait pas beaucoup, un peu mieux que le placebo. Donc, si on doit donner du célicoxib dans les spondylarthrites, il faut le donner à dose relativement élevée. Donc, 200 mg, c'est comme si on ne donnait rien du tout. Donc, ce n'est pas suffisant pour une spondylarthrite ankylosante. Donc, une autre question, professeur. Pour les patients suivis pour VIH, comment faire si nécessité de prescrire d'AINS ou d'autres immunosuppresseurs? Voilà, c'est une autre question, ça. Ouais. C'est une question embarrassante. Et il a un déficit, là encore c'est pareil, ça rentre dans le cadre des Covid ou des maladies auto-inflammatoires. Ça dépend si il nécessite ou il ne nécessite pas d'une manière absolue, parce que là encore,
Le problème du VIH, c'est qu'on n'a pas de traitement. Le virus est quiescent, c'est-à-dire qu'on le met en sourdine. On l'a mis un petit peu en veille. Il n'y a pas de prolifération, mais le virus est toujours là et la personne vit avec le virus. Je ne saurais pas vous répondre. Très honnêtement, je ne saurais pas vous répondre. Moi, je ne donnerai pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, professeur, on a encore beaucoup de questions concernant l'aspirine et le COVID-19. Si vous pouvez répéter, Bark, Alors, les recommandations pour la prise d'aspirine et INS. Alors, l'aspirine est un anticox-1 sélectif. Si on doit le donner, il faut le donner pour l'inflammation ou pour la douleur. Pour l'inflammation, il faut qu'il y ait des doses relativement élevées, de l'ordre de 3 à 4 grammes, et ce n'est pas bon du tout. Pour l'effet antalgique, c'est 1 à 2 grammes, et pour l'effet anti-agrégant plaquettaire, c'est 100 à 200 mg. Il vaut mieux le laisser pour l'anti-agrégant plaquettaire, mais éviter l'aspirine à forte dose. Véritablement éviter l'aspirine à forte dose. Alors, on sait qu'il y a des accidents thromboemboliques parce que l'endothélium vasculaire a beaucoup de récepteurs ACE2 qui expliquent un petit peu, en partie, les troubles, les signes cutanés et les signes pleuropulmonaires, parce que c'est des microthromboses pulmonaires qui sont là, et d'où l'utilisation chez ces sujets-là d'antithrombotiques et même en préventif. Donc, si je dois le donner en préventif, je ne le donnerai pas. Je donnerai pas si je dois donner à titre préventif parce qu'il fait une forme sévère où on suspecte chez lui une atteinte pleuropulmonaire, il vaut mieux donner en préventif un antithrombotique. Merci, professeur. Donc, il y a Sadia Ftaka qui nous demande la dose maximale pour les anti-COX-2. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle nous demande la dose maximale pour les anti-COX-2 journalière. Il n'y a pas de dose maximale, ça dépend de la maladie elle-même. J'ai dit qu'il y avait un travail qui avait été rapporté et qui était négatif sur la spondylarthrite, mais il est aussi actif sur tout ce qui est... il n'y a pas de différence en matière de réponse par rapport aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est-à-dire qu'il a la même fréquence d'effets positifs ou d'effets négatifs ou d'efficacité que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a la même efficacité que les autres. Donc, c'est des doses. Alors, c'est en général 2 comprimés, 400 mg par jour, en moyenne, 2 fois 200. Vous avez une question de Fawzi Abbaoui, professeur. Est-ce que je dois remplacer Celecoxib par le paracétamol? Pourquoi? Il n'a pas précisé de l'indication. Pour quelle indication? Non, il n'y a pas de raison. Ça dépend si c'est toujours pareil. Ça dépend s'il est obligé de donner un anti-inflammatoire non stéroïdien, il peut donner celui qu'il veut. Maintenant, s'il est suspect, il peut donner l'anti-inflammatoire non stéroïdien classique ou un anti-COX-2, mais s'il est suspect ou s'il a un COX-2 et s'il a une maladie chronique qui nécessite l'utilisation d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, il vaut mieux donner un anti-COX-2. Vous avez une question, professeur Desmahen Kourougli. En péri-opératoire, doit-on utiliser que des morphiniques? Non, alors non, puisqu'ils sont toujours utilisés. Alors, ça dépend des pratiques. C'est au moment de l'anesthésie. On peut donner un anti-inflammatoire non stéroïdien par voie intraveineuse. Et on s'est aperçu que ceux-là avaient donc prenaient moins de morphinique au réveil. Donc ils avaient un réveil qui était plus intéressant parce qu'ils étaient moins endormis. C'est déjà ça, c'est un premier point. Et ça a permis de dire en même temps
lorsqu'il y a une intervention chirurgicale de chirurgie propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'infection, on peut donner pendant 2 à 3 jours, c'est ça le périopératoire, 2 à 3 jours maximum des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour diminuer l'inflammation qui accompagne. Mais pas Alors, plus. oui. Alors, professeur, vous avez une question du docteur Fath Bacha. Est-ce qu'on peut switcher les INS vers les COX-2? C'est un anti-NS, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien, les COX-2. Je reprends un petit peu la même question. Ça dépend du cas de figure. Si il est dans un cas de figure où il est confiné, il a une infection, il n'a pas quelqu'un, il n'a pas été mis en contact avec quelqu'un qui a une affection et qu'il est indemne d'infection, on peut donner l'anti-inflammatoire non stéroïdien qu'on veut. Il rentre dans les mesures générales. Maintenant, il y a des cas de figure où s'il est suspect ou s'il a une affection, on suspecte chez lui la COVID-19, il vaut mieux qu'il n'utilise pas des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et s'il doit les utiliser, il préférait les anti-COX-2. Merci beaucoup, professeur, pour toutes vos réponses. Vous avez encore beaucoup de questions en vérité. On a encore une centaine de questions. Clairement, on ne pourra pas toutes vous les poser. Il nous reste encore à peu près 5-10 minutes avant la fin du webinaire. On va quand même switcher un petit peu du côté des pharmaciens. On a une question pertinente pour vous. Alors, il est dit, est-ce qu'un pharmacien pourrait donner un INS pour une personne qui se plaindrait d'un mal de dos dans cette période particulière? Non. Non. Ah, clairement. Très honnêtement, moi, si j'étais pharmacien, je lui dirais, va voir le médecin le plus proche. Parce que le pharmacien ne sait pas si ce malade-là a le Covid ou pas. Il le voit exact, donc il faut qu'il soit vu. Il faut qu'il soit vu parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Merci pour votre réponse, professeur. On va vous rajouter 3 questions et on finalise. Je vous laisse le dernier mot pour finir le webinaire. Alors, on a aussi une question du docteur Hannibal Bilel. Merci pour votre présentation. Est-ce que la corticothérapie est souhaitable pour le traitement du Covid-19? Alors, on n'a pas parlé du traitement de la Covid-19 pour la raison très simple, c'est qu'il doit y avoir à peu près 300 essais cliniques actuellement. J'avais une plaque pour montrer un petit peu les différents médicaments et comment ils agissaient. L'hydroxychloroquine agirait sur la prolifération du virus lui-même. Ça a été mis en évidence in vitro, comme l'antiviral qui était utilisé dans l'Ebola. Alors les deux ont été jetés un petit peu, excusez-moi l'expression, à la poubelle. Pour l'inefficacité et les effets secondaires, entre guillemets, induits relativement importants. Alors, la corticothérapie, quand il existe une atteinte pulmonaire importante, peut être utilisée. C'est comme une maladie auto-inflammatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc cytokinique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cytokines pro-inflammatoires qui sont déversées dans l'organisme. C'est un petit peu comme la maladie périodique. Il y a un effet relativement important de cytokines pro-inflammatoires. Et dans ces maladies dites auto-inflammatoires, la corticothérapie est utilisée, corticothérapie à forte dose, en bolus. De même qu'il y a certaines anticytokines, le tocilizumab, l'anti-IL-6, qui peut être incriminé et qui est utilisé et qui est actuellement utilisé, qui fait l'objet de 2 études, une en France et une en Égypte. Merci
Merci, professeur. J'aurais une dernière question pour vous, s'il vous plaît. Donc, Oui. elle est du docteur Bahita qui vous demande, donc, qui vous dit que c'est une très belle communication et qui demande votre avis sur, en fait, les comorbidités, en fait, l'arthrose et le diabète. Donc, comment on peut associer l'ANS vis-à-vis des patients qui souffrent des deux? Le diabète, 1, l'arthrose, 2, l'obésité, 3, sont des comorbidités qui sont relativement importantes et qu'il faut prendre en compte dans la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Là, on rentre, si vous voulez, dans le premier cas de figure. Il faut tenir compte des comorbidités et de l'affection elle-même pour savoir si on donne ou on ne donne pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et quel anti-inflammatoire non stéroïdien donner? Je sais que je réponds d'une manière un peu large, mais je ne peux pas faire autrement. Je vous remercie au contraire pour votre communication efficiente, professeur Judy, d'avoir accepté d'animer cette communication donc, pour les professionnels de la santé. Et on est heureux, autant que Laboratoire Pharmalliance, d'avoir contribué modestement donc, à ce qu'il y ait plus de clarté, en tout cas pour cette thématique qui est quand même assez demandée, donc les AINS actuellement et dans le contexte du Covid-19. Et je vous laisse les mots de la fin. Moi, je remercie beaucoup le laboratoire Pharmalliance d'avoir permis cet échange avec nos collègues à la fois spécialistes et généralistes, et même pharmaciens, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations encore. C'est une maladie qui est émergente, il y a beaucoup d'inconnus, à la fois au point de vue évolutif clinique et au point de vue thérapeutique. Donc, au plaisir de vous revoir dans une prochaine webinaire, Inch'Allah. Au revoir, Sabrina. Au revoir, professeur. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Au plaisir et on vous donnera rendez-vous bientôt dans d'autres rendez-vous et dans d'autres webinaires scientifiques. Merci, professeur Judy. Au revoir.